bonjour à tous. Donc, dans le cadre de ce forum, je vais vous parler le titre de ma présentation est pour une transmission sémiologique psychiatrique non dissociée. On va prendre l'exemple de l'utilisation du terme dissociation. Alors, quand dans un service on entend il est dissocié, la chose est généralement entendue, quoi. Il est dissocié, ça veut dire qu'il souffre de schizophrénie, quoi. Et un hétéro dans un article historique sur la dissociation commence par ces termes. Dans la psychiatrie française, le terme dissociation est devenu synonyme par excellence de processus schizophrénique. Sa traduction pratique au lit du patient se trouve par exemple dans le banal il est dissocié, exprimé devant tout trouble du cours de la pensée ou affect inapproprié en laissant entendre que le diagnostic ne faisait aucun doute. C'est de la schizophrénie qu'il est question. Dissociation égale schizophrénie, au point que dans les représentations communes, on voit la schizophrénie comme la scission. Là, je vous mets le titre d'un film que vous pouvez aller voir sur le canal universitaire, l'Université de tous les savoirs. Et le titre lui-même est dissocié, alors que le titre du réalisateur ou du professeur Duché, lui, il n'est pas dissocié. Même dans le film, le visage, ça c'est la dernière image du film avant qu'il se suicide, je vous spoil complètement le film. De toute façon, ça finit mal, la schizophrénie, on sait bien, hein. Et les schizophrènes sont dissociés. Et on voit même dans le visage, dans le miroir, c'est pas le miroir qui est dissocié, c'est même son visage lui-même qui est dissocié. Ce terme d'association, évidemment, ça vient de Pöhler, qui a créé le terme schizophrénie, alors généralement on dit en 1911, en fait c'est 1908, dans un article avant son livre Démentia précoce, et posé le fait qu'il croit en effet que la scission, qui l'appelait Spaltung, on reviendra sur ce terme, des fonctions psychiques constituent le symptôme proéminent du groupe dans son ensemble. La perte des associations, la dissociation, serait l'élément central de la définition de la schizophrénie, c'est-à-dire une définition qui serait valide par le fait de cette présence de la dissociation. Sauf que la validité de ce concept a été confrontée à la fiabilité du concept, c'est-à-dire à sa fiabilité quand les praticiens doivent juger la présence ou pas d'une schizophrénie sur la dissociation. Et les études de fiabilité sont mauvaises. Au point que si dans le DSM-3 on retrouvait des éléments faisant référence à la dissociation, la notion de bizarre, sentiment subjectif face au sujet souffrant de dissociation, et plus explicitement le marked loosening of association, la perte marquée des associations, et bien ce terme, dans les études de fiabilité, il a été retiré dans le DSM-4 parce qu'on voyait qu'il y avait une fiabilité interjuge très mauvaise. Donc dans le DSM-4, on a gardé les termes de désorganisation de la pensée, du langage et du comportement. Et le terme bizarre était gardé comme un critère important, puisque si les idées délirantes étaient bizarres, il suffisait que d'un seul critère et pas de deux critères pour pouvoir poser le diagnostic de schizophrénie. Dans le DSM-5, le terme bizarre s'en va. La schizophrénie n'est plus définie sur le bizarre, sur des termes précis, c'est la désorganisation. Comme dans le DSM-4, le terme bizarre disparaît, comportement désorganisé ou langage désorganisé. Enfin, c'est pas si clair que ça dans le DSM-5, parce que s'il se veut exhaustif, que le sentiment de bizarre, c'est un sentiment subjectif, peu fiable, tout ça, finalement, il est resté dans le diagnostic des troubles délirants chroniques, puisque dans le trouble délirant chronique, le comportement ne doit pas être clairement bizarre pour pouvoir poser un diagnostic de trouble délirant chronique, sinon ça devient une schizophrénie. Donc le bizarre a été retiré de la schizophrénie, mais est resté dans le trouble délirant chronique comme critère d'exclusion pour les anomalies comportementales. Alors, terme peu fiable et pourtant qu'on utilise pour définir la schizophrénie en langue française, et pourtant ça se confronte quand on est face à des externes et des étudiants, en fait, qu'il y a d'autres troubles qui s'appellent dissociation, les troubles dissociatifs, notamment la musique dissociative, et la spécification dans les états post-traumatiques de la spécification dissociation. Alors certes, ça peut questionner ce qu'on appelle dissociation dans le DSM-5, puisque ils disent que c'est la disruption, la discontinuité de l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, des perceptions, des représentations corporelles, du contrôle moteur des comportements. Bref, ça peut poser question ce terme de dissociation, qu'est-ce qui sous-tend vraiment, mais en tout cas, si on veut respecter la nosographie internationale, si on veut être fiable entre nous, eh bien, a priori, c'est difficile d'utiliser le terme de dissociation pour parler de schizophrénie par rapport au DSM-5. Alors, ce qui fait que dans un staff clinique, actuellement, quand un externe nous dit présente un syndrome dissociatif, les autres externes vont être un peu embêtés parce que est-ce qu'il parle d'état de stress aigu avec des symptômes de dissociation, des personnalisations, des réalisations? Est-ce qu'il parle d'une amnésie dissociative? Ou en fait, est-ce que l'étudiant parlait d'une schizophrénie, puisqu'il y en a beaucoup dans nos services, et en fait, il aurait fallu utiliser
le terme de syndrome de désorganisation. Au point que le Dr Ross devrait nous dire « Vous n'avez pas lu le référentiel de psychiatrie, que ces externes ne connaissaient pas, et que cet étudiant connaissait, puisqu'elle venait de travailler sur le référentiel de psychiatrie. » Alors, la confusion qu'il y a dans les termes, elle est liée au fait que deux logiques s'opposent dans la définition de la sémiologie et de la nosographie dans l'enseignement de la psychiatrie. C'est très bien mis en avant par Andy Bailey dans ce livre qui est introuvable maintenant, mais sur l'enseignement de la psychiatrie. L'idée, c'est que l'enseignement de la psychiatrie et la sémiologie actuelle se confrontent à une logique historique. Toute la psychiatrie est très imprégnée par ces strates historiques, au point qu'il peut y avoir des conceptions plus ou moins fumeuses, c'est du volcan, qui se confrontent au savoir actuel, qui est représenté ici par le DSM-5. Et donc les étudiants sont confrontés à ces deux logiques. C'est très clairement explicité dans la introduction du livre. Ils disent de nombreux cliniciens en France résistent à l'égard d'une implantation trop radicale de ces classifications dénuées de références étiologiques et psychopathologiques. Cela explique la coexistence dans l'enseignement de la psychiatrie de fragments de la clinique traditionnelle et de données plus récentes issues de la nouvelle clinique. Ainsi, si certaines catégories de troubles définies selon cette logique ont désormais droit de citer dans la classification adoptée par la plupart des psychiatres français, d'autres restent décrites et enseignées selon la méthode traditionnelle. C'est le cas souvent de la schizophrénie, dans tous les polis, quasiment, on voit le terme dissociation, on voit le terme repli autistique. Donc, or, les classifications ont aussi pour objectif de faciliter l'enseignement. Celui-ci est rendu difficile par cette juxtaposition de deux logiques classificatoires et de la possibilité de recourir aussi bien à la classification traditionnelle qu'aux classifications contemporaines pour présenter les troubles mentaux. Alors face à ces deux logiques, je vais vous proposer de voir deux postures qu'on pourra avoir. La première posture, c'est de se questionner sur une posture, quelle posture pédagogique, méthodologique on pourrait adopter face à ces deux logiques. La pédagogie, elle nous dit que dans l'enseignement, pour les étudiants, on doit organiser leur mémoire sémantique. Et donc il faut utiliser des concepts et les désigner avec les mêmes mots et partager les mêmes schémas. L'autre point pédagogique, c'est là où il y a des conceptions différentes, il faut les expliquer. Alors, sur le premier point, utiliser des concepts et désigner par les mêmes mots, et c'est un problème en psychiatrie, parce qu'on prend le terme dissociation que je vous présente aujourd'hui comme paradigmatique de ces deux logiques historiques et actuelles, mais en fait, il y a plein de termes. Il y a syndrome dissociatif versus syndrome de désorganisation. La dépression atypique, c'est quoi une dépression atypique? C'est celle avec des caractéristiques atypiques ou c'est celle avec des caractéristiques psychotiques, comme on le dit en français, dépression atypique, quand c'est atypique, c'est que c'est peut-être une schizophrénie blanche. La schizophrénie blanche. La mélancolie, est-ce que c'est un épisode dépressif avec des caractéristiques psychotiques ou avec des caractéristiques mélancoliques? La paranoïa, est-ce que c'est un trouble délirant avec des idées de persécution? La PHC, la psychose hallucinatoire chronique, qu'est-ce qu'on dit aux étudiants? C'est un trouble délirant chronique ou une schizophrénie à début tardive? La bouffée délirante aiguë, est-ce que c'est un épisode psychotique bref ou un épisode avec des maniaques avec des caractéristiques psychotiques, etc. L'hystérie, est-ce que c'est un petit peu fort? Alors le seul intérêt de ce vocabulaire, comme ça, de cette double logique, c'est de mettre la position de l'étudiant en médecine dans la position du schizophrène, dans la position de l'étranger. Il perd tous ses repères de médecine classique, il n'arrive plus à avoir le vocabulaire, il est désarçonné quand il entre dans un service de psychiatrie, et finalement, si ça peut avoir un bénéfice, c'est de lui faire ressentir ce que serait la dissociation lui-même. Donc il est un peu étranger en terre étrangère, et à visée pédagogique, il faut lui fournir des cartes. Donc on a fait un article avec Aquiles à Bordeaux sur la proposition d'une cartographie de la nosographie avec le postulat qu'il est possible d'avoir une nosographie simple pour les étudiants en médecine, d'exposer clairement et simplement les grands troubles psychiatriques. En psychiatrie, on a proposé des fiches qui permettaient d'être une cartographie. La deuxième chose, c'est dans le référentiel de psychiatrie, on a essayé également de garder cette simplicité, cette cohérence à la fois au niveau nosographique et là plus précisément au niveau sémiologique. Et on l'a posé dans la préface. On a dit cet ouvrage est aussi le fruit d'une réflexion universitaire dont le but était de rendre la discipline la plus précise, cohérente et pédagogique possible. Un effort tout particulier a été réalisé pour homogénéiser l'ensemble des items et éviter la confusion de nomenclature ou de vocabulaire. Le deuxième point que je vous disais tout à l'heure, c'est que là où des conceptions différentes sont possibles, ils doivent s'en expliquer. Et donc dans le référentiel, on a fait des encadrés sur toutes les conceptions qui pouvaient porter à ambiguïté, comme des organisations d'association. Tout le vocabulaire pouvant porter à confusion, à dissociation, si on peut dire, était expliqué. Donc, je vous ai mis l'exemple des organisations d'association, mais on l'avait fait pour beaucoup de termes dans pas mal de chapitres. Je pense que dans un premier temps, il faut que
la plupart des médecins soient formés à la psychiatrie de façon assez simple pour pouvoir aider les patients. C'est vraiment l'objectif. Je pense que c'est ce qu'on a tous en tête, c'est vraiment soigner au mieux les patients et mieux les comprendre pour mieux les comprendre. Merci Jean-Arthur pour cette présentation et ces réponses très claires, très intéressantes. Bon, allez, sans plus